Bonjour et bienvenue dans cette troisième édition de votre magazine La Transparence. Une émission conçue pour vous en direct de Bukavu dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo que vous pouvez suivre sur les ondes de la radio Sven à Bukavu sur 89.3 MHz. Je suis Judith Assina, présentatrice. Pour cette troisième édition, nous avons comme invité Monsieur Mapatano. Bonjour Monsieur Mapatano. Bonjour Madame. Vous êtes ingénieur agronome. C'est bien ça, je suis ingénieur agronome. Je travaille dans le domaine de l'appui aux organisations paysannes depuis un certain nombre d'années maintenant au Sud Kivu. Et avec vous, nous allons parler du problème de la faim en République démocratique du Congo. Selon le rapport des agences humanitaires, le PAM et la FAO, bien sûr, 27,3 millions de personnes souffrent de la faim en République démocratique du Congo et la province du Sud Kivu n'en est pas épargnée. Ce qui fait de la République démocratique du Congo l'un des pays qui a le plus grand nombre de cette situation à travers le monde. N'est-ce pas, Monsieur Mapatano? Eh oui, c'est malheureusement ça le cas, parce que la RDC, notre pays, fait partie de quelques pays où vraiment la malnutrition fait des problèmes, aux côtés de pays comme le Yémen, comme l'Afghanistan, comme l'Inde et quelques autres encore. Donc nous sommes malheureusement parmi ces pays-là où il y a un grand taux de malnutrition dans nos populations. Merci de nous suivre sur 89.3 MHz en direct de Bukavu. Et si vous nous suivez sur Internet, cliquez sur www.svenmediab.info. Pour vos questions et réactions, veuillez nous contacter au numéro 081 26 59 600. Et merci de nous suivre à travers l'émission La Transparence. Monsieur Mapatano, dites-nous, il y a un problème de concept. C'est quoi le problème de la faim et le problème d'insécurité alimentaire? Il y a une différence? Dites à nos auditeurs, quelle est la différence? Oui, il y a plusieurs concepts qu'il faut clarifier là-bas, parce que lorsqu'on parle de la faim dans le monde, le plus souvent, ce qu'on voit, c'est le problème de la quantité d'aliments que les gens peuvent avoir, dont ils peuvent disposer, en fonction des besoins alimentaires qu'il y a au niveau donc, de la communauté. C'est pour faire simple, c'est un peu ça que l'on voit. Maintenant, il y a plusieurs concepts qui tournent autour de la faim dans le monde. On va parler de malnutrition, on va parler de insécurité alimentaire, on va parler de... Voilà, donc il y a comme ça un certain nombre de concepts. Alors, lorsqu'on parle de malnutrition, on est surtout en train de parler de besoins alimentaires de quelqu'un en termes de nutriments, en termes d'énergie, comparé aux besoins du corps. Et donc, quand il y a un déséquilibre entre ce que vous avez comme besoin alimentaire en termes de nutriments et en termes d'énergie par rapport à ce dont votre corps a besoin, on va parler de malnutrition. Alors, lorsqu'on va parler de sous-alimentation, c'est surtout par rapport, je vais dire, aux kilocalories dont vous avez besoin au niveau de votre organisme. Vous avez besoin, par exemple, quelqu'un a besoin de manger, pour juste illustrer, 2800 kilocalories par jour, mais vous ne pouvez qu'avoir, par exemple, 1500 ou 2000. C'est le cas dans beaucoup de familles ici, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quelqu'un, il est mal nourri, il est sous-alimenté, voilà. Alors, il y a comme ça un certain nombre de concepts qui vont avec cette dimension de la faim dans le monde. La faim, ce n'est pas un concept qui est tout seul comme ça. Il y a plusieurs éléments qui vont avec cet aspect-là de la faim dans le monde. Et merci. Donc, vous comprenez tous qu'en RDC, d'après M. Sylvain Mapatano, qui est un expert, un ingénieur agronome, nous avons un problème de malnutrition et de sous-alimentation. Alors, nous allons directement passer à nos questions
que nous allons adresser à M. Mapatano. Entre-temps, je veux vous dire que pour nous contacter, veuillez nous écrire au numéro 081 26 59 et 600. Alors, M. Mapatano, dites-nous, est-ce que la province du Sud Kivu, principalement, est épargnée de cette situation de malnutrition et de sous-alimentation? Non, malheureusement, non. Malheureusement, non. Parce que la province du Sud Kivu compte environ 88% de malnourris. Donc, c'est quand même un chiffre assez alarmant. Je dois dire que sur l'ensemble du pays, nous faisons partie de ceux qui sont les moins bien nourris, malheureusement, alors que nous disposons quand même d'un potentiel énorme. Donc, je crois que sur la vingtaine de provinces de la RDC, il n'y a que Kinshasa, plus ou moins, qui a un taux un peu plus bas, mais pour la plupart, c'est entre 30 et 50% des mal nourris. Mais ce chiffre est un peu alarmant, M. Mapatano. Qu'est-ce qui peut bien être la cause de cette malnutrition dans un espace comme le Sud Kivu, rempli d'un bon climat? Donc, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui sont à la base de ces phénomènes. Et c'est assez malheureux. Et moi, j'ai toujours envie de dire, à chaque fois quand j'ai l'occasion, je crois qu'il y a un problème aussi de vision au niveau politique. Je crois qu'il y a un gros problème de vision politique pour pouvoir nourrir vraiment le Congo. Alors, en ayant dit ça, je ne vais pas jeter des pierres à qui que ce soit, parce que c'est quand même un phénomène qui date depuis longtemps. Pour ne prendre que la province du Sud Kivu, nous avons vécu ici de nombreuses années où on a vu que même avant les événements de guerre, il y a eu des études qui ont été faites par le CEMIBAC. Le CEMIBAC, c'est le centre d'études médicales de l'Université de Bruxelles en Afrique centrale, qui était basé à Luiro, CRSN Luiro, et qui avait montré qu'il y avait un gros problème de malnutrition dans la région. Et peu après ça, il y a eu une étude qui a été faite ici par une équipe qui va par la suite fonder l'organisation qui va s'appeler Adikivu. Donc c'était une étude qui était de comprendre c'était quoi le problème qui était à la base de la malnutrition. C'était surtout dans les Kivu montagneux, ce qu'on appelle les bushis. Et donc, les conclusions de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas un seul facteur qui est à la base de la malnutrition dans la zone ici. Il y a une sorte de conjugaison de facteurs. Bon, j'ai parlé des aspects politiques, c'est vrai, parce qu'il y a besoin d'avoir une politique agricole qui tient la route et qui permette aux gens d'en sortir. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs facteurs. Si j'essaie d'en citer quelques-uns, il y a que le problème du système féodal ici qui était assez présent, où le problème d'accès à la terre, c'était un gros problème. Jusqu'il y a peu, les terres étaient vraiment entre les mains d'un certain nombre d'individus, un certain nombre de concessionnaires, comme on les appelle. Et ce sont ces gens-là qui donnaient un métayage les terres à d'autres personnes, moyennant un certain nombre de conditions. Et donc ça ne permettait pas l'investissement dans les terres en tant que tel, pour permettre aux gens de pouvoir produire convenablement. Donc lorsque vous n'êtes pas propriétaire des terres, lorsque vous êtes en insécurité foncière, ce qui se passe, c'est que vous n'arrivez pas à entretenir les terres comme ça se doit. La conséquence, c'est que les terres perdaient de plus en plus leur capacité à pouvoir produire. Et ajouter à cela tout le problème d'érosion que l'on connaît pratiquement à travers toute la zone ici, et plus tous les aspects liés à la dégradation de quoi de semences et qui perdent d'année en année un peu leur pouvoir à pouvoir produire correctement. Et alors, tout ça, je crois que ça, mis ensemble finalement, explique pourquoi est-ce qu'il y a une certaine insécurité alimentaire et un certain problème de sous-alimentation au niveau donc de la province et du pays de manière globale. Parce que, comme je dis, ce n'est pas qu'au Sud Kivu qu'il y a ce problème, c'est un problème qui est général. Alors, pour revenir aux aspects de politique, nous nous rendons compte que même si on pouvait bien produire, s'il n'y a pas
mécanismes pour faciliter l'écoulement des produits, s'il n'y a pas un système qui est organisé pour faciliter la transformation de ces produits, pour ajouter un peu de valeur, s'il n'y a pas un système qui aide un peu les petits producteurs à accéder aux intrants de qualité, à avoir des petits crédits, parce que parfois ça c'est un vrai problème. Donc clairement, ça pose quand même des difficultés. Alors tout ça ne peut être résolu que justement en ayant une politique qui tient la route et qui soit cohérente de bout en bout. Donc c'est ça le vrai problème que nous avons. On peut tout chercher, mais le vrai problème reste au niveau de la politique. Alors je ne vais pas dénier le fait que les récents événements de guerre, les déplacements des populations que l'on a connus récemment, pas seulement au Sud Kivu, mais dans beaucoup de coins, en tout cas à l'est du pays, ont aggravé ces phénomènes de carence, de malnutrition, de sous-alimentation. C'est vrai que ça a été quand même un choc qui est venu finalement dans un terreau qui était déjà un petit peu dégradé, qui était déjà un peu fragile. Pourtant, Monsieur Mapatano, ici au Sud Kivu, à première vue, nous avons comme impression qu'il y a de la nourriture pouvant faire face à ces problèmes d'insuffisance alimentaire. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas aussi un problème d'ignorance de la part de la population? L'ignorance, ça vient lorsqu'on parle de la malnutrition. J'admets qu'il y a un aspect un petit peu lié à l'ignorance parce que vous avez des familles dans lesquelles lorsqu'on n'a pas mangé la viande de bœuf, c'est un problème, donc on n'est pas bien nourri. Lorsqu'on n'a pas mangé ceci ou cela. Alors qu'il y a énormément de potentiel autour de nous, tel que si on réussit à bien le combiner, on arrive quand même à se nourrir, je ne vais pas dire à 100%, mais en tout cas à régler un certain nombre de problèmes liés à des micronutriments, liés à des problèmes d'insuffisance d'un certain nombre d'éléments dont on a besoin pour notre alimentation. Dans beaucoup de cas de malnutrition, on va voir qu'il y a un problème, par exemple, d'insuffisance d'éléments comme le fer, comme l'iode, voilà, des éléments comme ça que l'on peut trouver dans un certain nombre d'éléments, disons, d'aliments que nous avons autour de nous. Il suffit juste de bien le combiner et on règle en tout cas au moins une partie du problème. Donc il y a ça comme difficulté. Il y a un aspect ignorance, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas que. Il y a parfois un aspect de manque carrément. Merci beaucoup, Monsieur Sylvain Mapatano. Je rappelle que vous nous suivez en direct du studio Sven. À partir de Bukavu, vous pouvez nous suivre sur la 89.3 MHz, la radio Sven. Et sur Internet, vous pouvez nous suivre sur www.svenmediab.info. Vos réactions sont les bienvenues au numéro 081 26 59 600. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Sylvain Mapatano, avec qui nous parlons du problème de la faim en République démocratique du Congo. Je nous rappelle que selon les agences des Nations Unies, 27,3 millions de personnes souffrent de la faim, soit une personne sur 3. Eh bien, Monsieur Mapatano, pouvez-vous nous dire quelles sont les conséquences des problèmes de la faim auprès de l'enfant? Alors, pour l'enfant, sans être nutritionniste, ce que je sais, c'est que l'enfant qui a été mal nourri, il a un problème de croissance, il a un problème de développer ses facultés, donc il peut avoir des problèmes plus tard en termes de capacités, même de quotient intellectuel, peut ne pas bien se développer pour des enfants qui n'ont pas eu une bonne alimentation au tout début de leur vie. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça que tout ce qui parle de malnutrition, ils mettent vraiment un accent sur les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Et donc ça, c'est quand même des périodes qui sont des périodes très très importantes où on doit veiller vraiment à l'alimentation des enfants. Donc en clair, un enfant qui est mal nourri a un problème d'intelligence à l'école. Il pourrait avoir un problème d'intelligence à l'école. Je crois qu'il
il a beaucoup malheureusement des chances de ne pas bien évoluer du point de vue intellectuel. Et il peut même ne pas avoir une croissance normale. Donc, ça peut se traduire par un certain nanisme au fur et à mesure que des générations passent. On pourrait se rendre compte que dans les familles qui ont vraiment connu de gros problèmes comme ça, la croissance et le développement physiologique ou physique en pâtit, en paye le prix. Merci beaucoup, Monsieur Sylvain Mapatano. Et quelles sont, selon vous, les conséquences du problème des malnutrition auprès de la personne adulte? Alors, les personnes adultes qui n'arrivent pas à bien se nourrir, ils sont très fragiles, ils sont susceptibles aux maladies. C'est des personnes qui ne peuvent pas faire parfois un travail dur, qui n'ont pas suffisamment d'énergie, qui n'ont pas suffisamment de force physique. Et c'est des personnes, comme j'ai dit, qui sont vraiment vulnérables, quoi. Donc, on peut bien se dire des gens qui n'arrivent pas à bien manger, il ne faut pas attendre grand-chose en termes de production, en termes de travail. Alors, nous allons revenir aux causes du problème de la faim dans la province du Sud Kivu, particulièrement. Vous avez dit qu'il y a une conjugaison des causes, parmi lesquelles les problèmes de la terre qui se dégrade. Alors, que peut-on faire? Comme nous avons un problème des terres qui se dégradent, quelle est la solution à ces problèmes? D'autant plus qu'à Bukavu, par exemple, c'est plus les constructions. Ce sont des maisons qui naissent comme des petits champignons. Alors, comment relever ces défis? Bon, je ne vais peut-être pas beaucoup parler de Bukavu en tant que tel. Bon, c'est vrai que Bukavu, tout le monde est conscient que la ville est saturée. Il faut peut-être trouver d'autres alternatives, peut-être aménager d'autres sites où les gens peuvent migrer. Mais pour revenir un peu à notre sujet lié directement à l'aspect sécurité alimentaire, oui, comme j'ai dit, il y a déjà une conscience collective que nous devons avoir. Comment arriver à mettre vraiment l'agriculture, les questions agricoles et des aspects apparentés, de mettre en priorité si nous voulons éviter de continuer à subir, à vivre des importations, à vivre des aliments qui viennent d'ailleurs, à ne même pas être capable de se nourrir, même quand on est dans les fins fonds du village. Je crois qu'il y a une politique qu'il faut pouvoir mettre en place. Et je pense que ça demande vraiment de faire une sorte d'état généraux de l'agriculture pour essayer d'aller à fond sur les sujets, essayer de comprendre le vrai problème auquel nous faisons face et les vraies solutions. Nous avons eu des tas de projets, mais malheureusement, qui ont été à chaque fois des projets ponctuels ou des projets qui sont, je vais dire, qui ne s'occupent que d'un seul aspect. Alors que, comme je dis, ça demande quand même une vision un peu plus holistique qui permette d'avoir, oui, l'aspect terre, qu'est-ce que l'on peut faire, l'aspect différents autres intrants, qu'est-ce que l'on peut faire, le problème d'accessibilité, parce qu'on a beau produire à Chabunda ou à Mwenga ou à Fizi et tout. Problème des routes. Si vous ne pouvez pas faire venir votre produit jusqu'au lieu de consommation, vous n'avez rien fait du tout. Donc tout ça doit être vu de manière un peu globale. Et puis bien sûr, l'aspect encadrement de ces populations-là. On est nombreux, les ONG qui travaillons dans ces secteurs, mais vous allez vous rendre compte que chacun fait ce qu'il peut dans son petit coin et malheureusement, c'est sans une certaine vision commune par rapport à ce à quoi on voudrait arriver. Donc, de nouveau, je fustige le fait qu'on n'ait pas une vraie politique qui permette à tous les acteurs de regarder dans le même sens, de pouvoir mettre ensemble leurs énergies, de travailler par rapport à des objectifs auxquels tout le monde contribue. Et clairement, on va passer des années, si on reste dans la même situation, à ne pas changer la donne. Merci, M. Sylvain Mapatano. Vous avez dit que vous êtes nombreux, les ONG qui travaillent dans ces secteurs. Mais est-ce que vous collaborez avec les autorités compétentes? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport aux différents défis que vous rencontrez dans ces domaines de l'agriculture?
Ben oui, on travaille avec les différentes autorités, tout naturellement, mais bon, comme j'ai dit de nouveau, ben, chacun travaille avec ses autorités lorsqu'il a la possibilité de les rencontrer. Et je crois que c'est à quoi on devrait arriver, c'est vraiment aller au-delà de ça. Comment, par exemple, au sein de la province ou au niveau d'une entité X, les différents acteurs impliqués dans le secteur agricole peuvent ensemble réfléchir sur quelque chose de cohérent, quelque chose dans laquelle tout le monde croit et à laquelle tout le monde va pouvoir contribuer. C'est seulement de cette manière-là, je pense que nous pouvons y arriver. Travailler avec l'autorité, aller le consulter lorsqu'on a un atelier, lorsqu'on a une activité en individuel, je crois que ça ne va jamais régler les problèmes. Donc on a besoin de quelque chose d'assez cohérent et l'union fait la force, disons. Voilà, pour pouvoir arriver à bout de problèmes de la faim. Je sais que c'est un travail assez difficile, mais en même temps, si ça réussit ailleurs, pourquoi pas chez nous? Mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous unir autour d'un idéal, vous qui travaillez dans les ONG destinées à l'agriculture? Qu'est-ce qui vous empêche de vous unir et d'avoir une force? Non, je crois qu'il y en a qui s'unissent, mais de nouveau, ça reste assez limité. Donc, lorsque vous vous unissez à 3-4, mais vous êtes à 20 ou 30 dans un rayon X, disons au niveau de la province, vous travaillez, les uns ils sont dans les secteurs de l'aide humanitaire, les autres sont dans les secteurs de développement durable. Parfois, vous n'arrivez pas à harmoniser les approches et tout. Donc, ça reste quand même un vrai problème. Donc, je crois il y a un travail à faire là-bas. Il y a, me semble-t-il, encore des efforts que nous devons pouvoir faire pour réellement parler, voir les choses de la même manière et orienter les choses telles qu'elles doivent être. Le vrai problème aussi que l'on a, c'est que bon, chacun est un peu autonome, chacun est indépendant. Chacun pour soi, Dieu pour voilà, tous. donc, qu'est-ce que moi je peux aller dire à quelqu'un en disant mais voilà la meilleure manière de fonctionner, voilà la meilleure manière de faire. Chacun a son approche qu'il définit dès le départ. Et le seul arbitre qui aurait pu aider à organiser les choses, c'est effectivement l'autorité compétente. Et voilà. Merci. Vous nous suivez sur la 89.3 MHz à Bukavu, sur la radio Sven. Et cette émission est enregistrée dans les studios Sven Media. Pour nous suivre sur Internet, veuillez cliquer sur www.svenmediab.info. Et vos réactions sont les bienvenues au 081 26 59 600. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons comme invité M. Sylvain Mapatano, avec qui nous parlons des problèmes de la faim en République démocratique du Congo. M. Mapatano, comment résoudre ces problèmes de la faim? Vous avez dit que 80% des personnes dans la province du Sud qui souffrent des problèmes de la faim, c'est quand même énorme, ces chiffres. Oui, je parlais de 48 en fait. 48%. Oui. Bon, ce qui n'est pas rien non plus dans une province qui n'est pas aride, dans une province où on a des terres arables, dans une province où finalement on a des cours d'eau un peu partout. Donc logiquement, on ne devait pas arriver à ça. Alors comment on y arrive? Comment est-ce qu'il faut régler ce genre de problème? D'abord, en termes d'améliorer la production, je pense que, comme je l'ai expliqué, il y a besoin de définir une certaine politique. Je crois que ça, c'est un besoin. Il y a besoin aussi, à l'intérieur de cette politique, qu'on essaie de voir les aspects des infrastructures, qu'on essaie de voir des questions liées à l'encadrement du petit producteur, qu'on voit dans la même politique comment faire de l'agriculture aussi une profession, une vraie profession. Parce que je crois qu'on en est resté un peu à l'idée que bon, on produit derrière la case pour pouvoir se nourrir et ça s'arrête là. Et donc du coup, lorsqu'on n'a pas fait vraiment de l'agriculture une activité économique, une activité productive, on ne va pas vraiment investir à fond là-dedans. On a un potentiel où on peut nourrir même d'autres provinces, mais je crois qu'on n'a pas mis tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire.
Donc, il y a cet Mais aspect. est-ce que M. Mapatano, au Sud Kivu, il y a les possibilités de faire de l'agriculture une profession? Ben oui, oui, bien sûr. Parce que rien que... Qu'est-ce qu'il faut pour que l'agriculture devienne une profession? Mais il faut de l'incitation à cette activité-là. Alors, pour que ça soit une profession, alors je voudrais, moi, aller faire des champs à Mwenga ou à Fizi et ne pas être embêté lorsque je commence à récolter et que j'ai besoin de transporter ma production jusqu'à quelque part. Il faut que j'accède à des moyens de transformation qui me permettent de ne pas amener des cossets de manioc à partir du fin fond de Chabunda pour ici. Donc j'ai besoin d'amener de la farine qui est déjà traitée, travaillée et qui est prête pour le marché. Donc il y a un certain nombre de facteurs, me semble-t-il, qui devraient pouvoir aider les producteurs à pouvoir faire de l'agriculture une véritable profession. Il faut que la profession doit nourrir son homme, elle doit être rentable, elle doit être quelque chose pour laquelle vous avez je vais dire, vous avez l'envie de le faire parce que vous sentez que ça vous incite, parce que vous sentez que vous n'allez pas faire un travail inutile, vous n'allez pas produire et avoir votre production pourrir parce que vous n'avez pas réussi à la transporter ou parce que vous n'avez pas réussi à la transformer ou parce que vous avez eu des gros problèmes avec des services X, Y qui vous taxent de ceci ou de cela. Donc, je crois qu'il y a un minimum de conditions qui doivent être réunies pour que cette activité soit véritablement une profession. Alors, ajouter à cela, évidemment, il y a aussi que nous devons nous-mêmes, comme producteurs ou tout producteur, mettre vraiment le sérieux qu'il faut, quoi. Il faut mettre le sérieux qu'il faut. C'est-à-dire? C'est-à-dire ne pas considérer que la nature va arranger les choses. Donc il faut travailler de manière correcte et il faut pouvoir utiliser les technologies qui tiennent la route, qui peuvent vous permettre de produire et tout et tout. Donc, ce n'est pas des choses qui vont venir comme ça demande du travail à tous les niveaux, au niveau des décideurs, au niveau des producteurs, pour que nous puissions effectivement arriver à faire de l'agriculture une véritable profession. Faire de l'agriculture une véritable profession, Monsieur Sylvain Mapatano, est-ce qu'il y a suffisamment d'écoles de formation d'agronomes ici dans le Sud Kivu? Des écoles de formation adaptées, parce que vous avez fait allusion à la technologie et à les nouvelles technologies qui entrent en œuvre. Ben oui, je crois qu'il y a beaucoup d'écoles. Hein. Déjà pour commencer, je crois à son temps, entre Bukavu et Uvira, je me rappelle il y a quelques années, nous avions identifié environ 15 ou 16 écoles techniques agricoles. Je suis sûr que ça a augmenté entre-temps. Ça fait presque 10 ans depuis qu'on a fait ce genre de statistiques. Donc là, je parle au niveau des écoles secondaires. Donc quand vous allez au niveau du supérieur, des universités, pratiquement, je crois qu'on a 3 ou 4 facultés d'agronomie dans la province du Sud Kivu. Et on a autant dans les autres provinces à l'intérieur du pays. Donc, le problème n'est pas tant des écoles de formation, mais c'est, je crois, surtout aussi la qualité de la formation qui est donnée. Comment est-ce qu'on arrive à former des personnes qui sont le plus pratiques possible, des personnes qui s'engagent véritablement à faire un travail agricole. Et je crois qu'il y en a qui rentrent dans cette carrière et qui se rendent compte par la suite qu'ils se sont trompés, ils auraient pu aller dans autre chose. Donc, ou bien c'est parce que l'agriculture ne donne pas? Il y a tout ça aussi, c'est vrai aussi. Ça veut dire il y a le fait que on peut se rendre compte que ce n'est pas un secteur qui vous permet de bien vivre et il faut peut-être faire autre chose. Mais aussi, il faut aimer ça. Le travail agricole, il faut l'aimer. Donc, on ne s'improvise pas comme ça, se lever un matin et dire je vais faire l'agriculture. Il faut aimer ça parce que c'est un travail avec énormément de défis. C'est un travail aussi avec parfois des déceptions, mais il faut être assez appliqué et être téméraire à la limite. Donc, il n'y a pas un problème d'école en tant que tel, mais je crois que ce qui est important,
je crois, approfondir, c'est quelle école nous devrions pouvoir avoir si nous voulons vraiment développer l'agriculture. J'ai visité quelques autres pays et quand je vois les contenus de formation, les cursus que les gens suivent dans la formation d'agronome, en tout cas, il y a parfois 60%, c'est plus pratique que théorique. Donc, ça vous donne la possibilité très vite, très tôt, d'entrer en contact avec des réalités agricoles qui vous attendent et ça vous prépare très rapidement à pouvoir commencer des choses pratiques qui vous permettent finalement peut-être d'entreprendre des choses, de commencer des activités, même pour vous-même. S'il y a un secteur, comme on dit, qui produit de l'emploi, c'est vraiment le secteur agricole, quoi. C'est, je crois, les plus grands producteurs d'emplois. Mais malheureusement, je crois qu'on ne saisit pas ces opportunités. Et malheureusement, comme je l'ai dit aussi, c'est qu'il n'est pas suffisamment encadré que pour pouvoir rendre tout ce qu'il a comme potentiel. N'est-ce pas, vous avez dit que s'il y a un secteur créateur d'emplois, c'est les secteurs de l'agriculture. Mais pourquoi ces secteurs-là, les autorités compétentes, je parle des autorités nationales tout comme provinciales et locales, n'accordent pas une priorité? N'est-ce pas parce que c'est un secteur qui produit à long terme? On peut dire ça? Bon, oui et non. Oui et non. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qu'on peut dire là-bas. Les opérateurs économiques, beaucoup évidemment, ils vont vouloir investir leur argent dans quelque chose qui va les rapporter tout de suite. Ça, on comprend le contexte et ce qu'il est. Il y a quelques années, les gens ils investissaient dans les cafés, dans les quinquennats, ça prend beaucoup d'années, sans trop se plaindre. Mais aujourd'hui, évidemment, avec le contexte un petit peu pas très sûr, on ne sait pas le lendemain de quoi il sera fait. Bon, quelqu'un qui a son argent, il a envie d'aller à Dubaï, acheter ce qu'il doit acheter, revendre sur le marché ici, avoir son argent en poche et continuer le lendemain la même activité. Mais il n'y a pas que comme ça que ça doit se faire. Il y a des secteurs qui produisent de l'argent très vite, même dans les secteurs agricoles, ou en tout cas, il y a au moins certaines parties de la chaîne de valeur qui peuvent facilement produire de l'argent assez vite. C'est quel secteur, par exemple? Bon, regarde, pour ne parler que de l'élevage, quand vous regardez le petit élevage et le nombre de poules qui rentrent dans cette ville, pour ne parler que de cette ville. Et ça, c'est valable malheureusement un peu partout où il y a des frontières avec des pays étrangers. Les nombres de produits comme ça qui rentrent et qui peuvent faire l'objet d'une production locale dans les 6 mois, dans moins d'une année, il y en a beaucoup. Donc une année, ce n'est pas non plus beaucoup, hein. Donc je crois qu'il y a beaucoup de produits. Il y a énormément de produits agricoles qui peuvent être produits très très vite, hein, sans trop attendre. Mais je crois que c'est surtout les risques que les gens ne veulent pas prendre. C'est surtout les risques que les gens ne veulent pas prendre. Et bien entendu, ailleurs, comment ça se passe? Il y a une sorte d'assurance. Lorsque vous avez commencé une activité agricole, vous pouvez souscrire à une assurance qui vous permet de vous rassurer plus ou moins que bon, si ça ne marche pas, il y a telle façon de faire qui nous permet de rentrer un peu dans les frais, il y a des manières qui me permettent de ne pas me sentir complètement cloué parce que j'ai eu une mauvaise saison, parce que... Donc, il y a des secteurs, production vivrière, mais regardez rien que par des trucs comme les tomates, comment est-ce qu'on va les chercher chez les voisins alors qu'on peut bien produire ici des aubergines, des petites choses comme ça. Donc là, je ne parle pas encore de grande production, mais il y a comme ça des secteurs qui sont, je crois, assez porteurs, mais malheureusement qui ne sont pas assez exploités en bonne partie parce que, évidemment, le contexte ne le permet pas. Et lorsqu'on le fait sur place, on se rend compte qu'on n'est pas concurrentiel par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Donc, de nouveau, il y a quelque chose à faire là, au niveau des autorités, pour faciliter ou pour inciter les gens à produire et à se rassurer que
les produits qui viennent d'ailleurs ne vont pas être moins chers que ce que nous produisons ici, au risque donc de ne pas pouvoir vendre pour les petits producteurs locaux. Merci beaucoup, Monsieur Mapatano. Alors, dites-nous, étant donné que vous évoluez dans des ONG, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour obtenir un crédit agricole? Déjà, est-ce qu'on arrive à vous accorder des crédits agricoles? Alors, c'est quelques rares structures qui s'essayent un peu sur cette ligne-là, parce que le secteur agricole, c'est un secteur à risque. Et donc, les financiers, ils ne veulent pas prendre de risques pour leur argent. Et lorsque, comme je dis, vous n'avez pas un système qui garantit le prêt que vous pourriez avoir, clairement, vous aurez du mal à trouver quelqu'un qui vous emprunte de l'argent. Alors, deuxième aspect, c'est qu'on est quand même dans une situation, je vais dire, post-conflit où on n'est pas encore très très rassuré pour beaucoup. Dans certaines zones, quand on sent qu'il y a des mouvements de population, le plus souvent, le secteur agricole en pâtit. Donc, si vous avez pris du crédit et que vous vivez, je ne sais pas, dans le fin fond de Chabonda, de Fizi, de Mwenga ou de Kabare Walum ou partout où vous aurez des difficultés à pouvoir rembourser cet argent si vous avez raté quelques opérations culturelles. Parce que vous vous êtes déplacé au moment où vous devriez pouvoir le faire. Alors, et puis il y a toutes ces questions de changement climatique naturellement. Donc, avant, on savait bien, on pouvait s'aimer à telle période, on va récolter à telle période. Maintenant, parfois, on ne sait même plus quand est-ce que les pluies vont arriver, quand est-ce qu'il va faire sec, et combien de temps ça va durer et tout. En conséquence, ça vous met un peu dans une situation instable qui ne vous rassure pas et qui ne rassure pas non plus ceux qui devraient pouvoir vous donner du crédit. Mais des questions comme celle-là, je crois que devraient être garanties par des instances publiques, naturellement. Pour des banques agricoles. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que vous nous suivez sur 89.3 en direct de Bukavu, sur la radio Sven. Et nous enregistrons cette émission en direct du studio Sven. Et comme invité aujourd'hui, nous avons M. Sylvain Mapatano, avec qui nous débattons. Nous parlons du sujet de la faim en République démocratique du Congo. Il nous a dit tout à l'heure que 88% de la population du Sud Kivu souffre du problème de la faim, alors que sur toute l'étendue de la République, c'est 27,3 millions de la population, soit une personne sur trois, qui a faim en RDC. Alors, Monsieur Sylvain Mapatano, dites-nous et dites aussi à nos auditeurs qui nous suivent, qu'est-ce qu'il faut pour pousser les autorités compétentes à faire de la situation de l'agriculture une priorité? Je ne sais vraiment pas ce qu'il faut pour qu'ils soient conscients, parce que la grosse partie de la population qui est administrée par nos autorités, elle vit en milieu rural. Donc, logiquement, c'est cette grande partie de la population qui doit faire les soucis de ces autorités-là, en sachant bien que c'est eux qui nourrissent les villes aussi, donc les grosses agglomérations. Donc, je crois que les autorités doivent vraiment repenser les priorités au niveau du pays. Ils doivent repenser les priorités. Et chaque gouvernement qui arrive, malheureusement, dit oui, bon, l'agriculture va être la priorité et tout. Mais dans les faits, on ne sent pas que l'on met les forces nécessaires pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Et comme j'ai dit, il y a besoin d'une facilitation dans les secteurs. Et j'ai cité des tas de choses qui nécessitent d'être faites. Et donc je pense qu'il y a aussi, même si je parle beaucoup des aspects de politique et des aspects des autorités, je crois aussi qu'il y a besoin que des gens s'organisent, même au niveau local, au niveau des petites communautés, pour qu'ensemble, ils essayent déjà de régler un certain nombre. C'est déjà le cas dans certains milieux où vous avez des coopératives qui existent, qui
fonctionnent, mais on n'en est pas encore à des grandes coopératives telles qu'on en voit ailleurs, où vous avez par exemple 10 000 personnes qui sont dans une coopérative de production par exemple de manioc ou de haricots ou de ceci, et qui ensemble représentent une force. Ensemble, ils peuvent s'organiser, ensemble, ils peuvent avoir une sorte de regroupement qui peut avoir même des services techniques qui va aider à régler un certain nombre de problèmes qui ne sont malheureusement des questions qui ne sont pas résolues par les services publics. Donc je crois qu'on devrait aussi arriver à ces niveaux-là de structuration, d'organisation qui donnent une certaine organisation, enfin un certain pouvoir aux petits producteurs réunis pour qu'ensemble ils puissent booster un peu la production. Merci beaucoup, Monsieur Sylvain Mapatano. C'est par cette note que nous mettons un point final à notre émission La Transparence, qui était à sa 3e édition. Aujourd'hui, nous avons parlé du problème de la faim en République démocratique du Congo. Monsieur Sylvain Mapatano, un message aux autorités et un message aux différents agronomes, agriculteurs à travers la République et en province du Sud Kivu en particulier. Le message, c'est que nous devrions fournir un peu plus d'efforts pour que nous puissions faire avancer ce secteur, parce que ce secteur, s'il avance bien, il va être producteur d'emplois, il va permettre de nous sortir de la dépendance alimentaire que nous vivons malheureusement aujourd'hui. C'est affreux de voir que même dans des zones où il n'y a pas eu de placement de population, même dans des zones où il n'y a pas de problème sécuritaire, des gens doivent mourir de faim, alors qu'il y a besoin de mettre en place des politiques qui permettent des productions. Il y a moyen d'assurer les infrastructures de base pour pouvoir aider les communautés à produire et à se nourrir correctement. Donc, on pourrait, en tout cas au Sud Kivu et en RDC, produire suffisamment. On pourrait ne pas être sur la liste noire de pays qui sont malheureusement en situation de malnutrition à travers le monde. On pourrait nous fournir à manger à d'autres communautés si nous mettons en place de bonnes politiques, si nous mettons en place une bonne organisation au niveau des producteurs et si nous essayons donc de mettre un accent sur le local plutôt que sur ce qui doit nous venir du dehors. Merci à tous et continuez de nous suivre sur la 89.3 MHz Radio Sven et sur www.svenmediab.info. À la prochaine. No,